Bienvenue au balado. Je reçois aujourd'hui le docteur Martin Saint-André, qui est psychiatre, pour discuter de la santé mentale périnatale. Bonjour, docteur Saint-André. Bonjour, bonjour, merci pour votre invitation. Bien, merci d'avoir accepté de vous être rendu disponible. Vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas, expliquer un peu vos différents rôles en périnatalité. Je je fais de la périnatalité, moi, depuis 1989. Puis, après ma résidence en psychiatrie, je suis allé travailler 4 ans aux États-Unis, puis je suis revenu à Sainte-Justine depuis 94. Ici, je suis chef médical de la clinique de psychiatrie périnatale puis du jeune enfant. Puis avec, nos équipes, on a créé, le programme 3 mois bébé, qui est un programme en ligne, qui a fait l'objet d'une étude, d'un essai clinique randomisé. Et aussi, ben, je m'occupe des programmes éco en santé mentale périnatale, puis je suis responsable du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie périnatale à l'Université de Montréal. Fait que vous avez un très beau parcours. Merci d'avoir choisi cette branche-là de la psychiatrie. Je pense que c'est vraiment très important. Quand on parle de troubles de santé là, en périnatalité, c'est quoi les diagnostics que vous voyez les plus souvent ou les conditions de santé mentale que vous traitez en psychiatrie? Ben, la majorité des situations qui nous sont référées concernent, l'anxiété puis les changements d'humeur, durant la période périnatale. En grande majorité chez les futures mères, mais aussi chez les pères. Puis qu'est-ce qui explique ça, tu sais, selon le point de vue biologique, psychologique, social? Qu'est-ce qui explique qu'en période périnatale, certains gens vont développer des troubles de santé mentale? Est-ce que c'était toute une clientèle qui avait des troubles sous-jacents ou il y a une certaine partie de la population qui va développer des troubles de santé mentale dans la période périnatale? Ouais, c'est une vaste question, puis bien intéressante. S'il y a un message à donner, c'est que la santé mentale périnatale, puis même la dépression périnatale, c'est très large. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent, causer ces situations-là. Ça peut prendre beaucoup de formes différentes, puis, en conséquence, il y a beaucoup d'approches, cliniques qui peuvent être prises. Donc, parmi les facteurs, de risque, mais un des éléments toujours à considérer en santé mentale, c'est les aspects du développement. Ce que ça veut dire, c'est que durant la transition à la parentalité, il y a des changements importants qui se passent à l'intérieur de soi. On aborde un nouveau rôle. Puis quand on aborde un nouveau rôle, c'est normal d'avoir le trac. C'est normal de puiser dans ses ressources. C'est normal de regarder ses modèles, de chercher des appuis autour de soi, d'avoir un idéal de soi qui s'exprime. Euh, et puis à travers ces transformations-là, ben, on s'attend à ce qu'il y ait des fois des hauts puis des bas. Donc, la santé mentale périnatale n'est pas l'équivalent des diagnostics psychiatriques. C'est normal qu'il y ait des tensions intérieures qui soient vécues durant cette période-là, parce que c'est quand même c'est un des moments les plus grands puis les plus mystérieux de la vie. Donc, ça nous dépasse. Et puisque ça nous dépasse, ben, des fois, on se sent tout petit pour y faire face. Puis on se demande comment on va soi-même faire pour être un bon parent. Puis il y a des tensions au niveau des changements de rôle que ça implique dans le couple avec la famille d'origine. Alors, il y a des tiraillements intérieurs qui sont tout à fait normaux, puis qui sont pas le signe d'une pathologie, mais qui sont plutôt la manifestation de tension intérieure, d'une grande transformation qui est en train de s'opérer. Puis, c'est comme faire des rénovations. Quand on fait des rénovations, ben, avant d'accéder aux nouvelles, avez-vous déjà fait des rénovations chez vous? Oui? Avant de faire des rénovations chez nous aussi.
Fait que je présume que j'imagine que ça n'a pas été tout rose chez vous non plus, en tout cas certainement pas chez nous. Puis c'est normal qu'il y ait un idéal, qu'il y ait une excitation, qu'il y ait de l'enthousiasme. Mais à un moment donné, à mi-chemin, on se dit dans quoi on s'est embarqué lorsqu'on se retrouve avec un paquet de décisions à prendre, des discussions intenses, des délais, des choses qui sont pas toujours aussi belles qu'on l'aurait pensé. Alors, on est saisi par des regrets, puis on dirait qu'il y a une période dans une période de rénovation où c'est encore on n'a pas le nouveau on n'a pas les bienfaits du changement, puis on n'a pas non plus le confort de comment c'était avant, puis on se dit: «Dans quoi on s'est embarqué, puis ça changera jamais». Alors, c'est une analogie qui a quand même ses limites, mais la transformation de la parentalité, c'est souvent comme ça, parce qu'à un moment donné, il y a un temps de découragement, il y a un temps où est-ce qu'on se dit: dans quoi on s'en va?» puis on se sent un peu dépassé par les choses. C'est très important, c'est sûr, de soutenir les gens durant cette période-là, mais c'est important aussi de pas toujours assigner une connotation médicale à ça, parce que c'est pas toutes des dépressions. Bon. Alors, les causes donc, une des causes importantes, puis un des angles thérapeutiques les plus importants durant la transition à la parentalité, puis même pour la souffrance périnatale, c'est de regarder le développement, puis la capacité d'accueillir tout ce cortège-là d'émotions qui vient, puis de changements interpersonnels par rapport au plan professionnel, avec la famille, avec le conjoint, avec la famille d'origine, avec la culture, avec son corps, avec ses idéaux de vie, hem, avec les possibilités de décliner d'autres activités qui faisaient du bien, puis tout ça. Donc il y a beaucoup, beaucoup de transformations, puis il y a des on ne serait pas 8 milliards sur la terre si ça apportait pas plein de bénéfices. Donc et c'est une expérience extraordinaire, puis qui est très transformatrice. Mais simultanément, il peut y avoir des moments où est-ce qu'il peut y avoir des creux qui sont vécus dans cette situation-là. Il y a certaines personnes, en raison de la trajectoire, de qu'est-ce que la vie, leur a transmis, qui sont plus à risque de le faire. Puis c'est là où vous parliez des facteurs de risque, qu'on peut retrouver ou des facteurs étiologiques. Puis, comme vous disiez très bien, il y a des éléments qui sont plus du côté biologique, il y a des éléments qui sont plus, du côté psychique, puis il y a des éléments qui sont plus sociaux. Donc on peut en parler un par un, si vous êtes d'accord. C'est correct? Oui, allez-y, élaborer sur chaque catégorie peut-être, Bon, ça marche, c'est ça. Donc, sur le plan biologique, ben, c'est sûr que la période périnatale, c'est une période où est-ce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses sur le plan des transformations physiques, avec les impacts psychologiques aussi, avec l'image de soi, que son corps se transforme en corps de mère ou en corps de père, parce que les gars, on gagne on prend un peu de bédaine, nous autres aussi, des fois, dans cette situation-là. Ben, il peut y avoir des protestations, il peut y avoir des tensions qui sont vécues. Mais sur le plan biologique, il y a des hormones il y a des changements hormonaux qui se passent. Notamment, il y a une grosse augmentation des dérivés liés à la progestérone. Puis ça fait qu'il y a de l'allopregnanolone, qui est une hormone qui augmente dans le sang. Puis ça peut influencer aussi la conductivité neuronale. Puis il peut y avoir des effets sur le plan du développement. Ça a un effet sur le cerveau. Alors, sur le plan biologique, il se passe beaucoup de choses aussi où il y a comme des changements, il y a des changements de poids, il y a des changements d'appétit, il y a des changements sensoriels avec le goût qui change. Il peut y avoir, vous êtes très bien placé pour en parler beaucoup mieux que moi. Il y a tous les changements sur le plan physique, somatique, les douleurs de dos, tout ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui peuvent être qui sont toujours très difficiles, mais qui peuvent devenir spécialement démoralisants chez certaines personnes qui ont soit plus de souffrance sur le plan biologique que d'autres, ou qui, par exemple, avaient un grand, grand besoin d'exercice avant tu sais, on pense à des femmes qui faisaient beaucoup de danse, de l'équitation, de la boxe, du jogging et tout ça, puis qui finalement se trouvent contraintes en raison de conditions liées à la grossesse de restreindre leurs activités. Donc, ces changements corporels-là ont beaucoup d'effets aussi sur le plan psychologique. Puis ensuite, ben, on arrive dans cette période-là avec des éléments en lien avec une génétique qui est la nôtre.
Donc ça touche votre question de savoir est-ce que des fois ça peut être une réactivation de conditions qu'on a déjà vécues ou même est-ce que ça peut être des situations qui apparaissent de nouveau. Mais c'est sûr qu'on a toute une génétique. Et puis on sait, c'est sûr que l'anxiété puis la génétique, ben, on ne retient pas des voisins quand on le fait. Ça ne veut pas dire qu'on est destiné nécessairement à le faire. C'est un risque qu'on appelle relatif. C'est pas un risque absolu. Mais on a un petit peu plus de chance que la moyenne, c'est sûr, si on a 3 sœurs qui ont fait des dépressions, puis 2 là-dessus qui ont fait des dépressions du postpartum, mais on a un peu plus de chance que la moyenne d'en faire que quelqu'un pour qui c'est quelque chose qui a été complètement inexistant dans sa famille. Fait que la génétique va jouer des rôles, puis en même temps, mais faut pas amplifier trop non plus cet élément-là. Mais tout ce qui est histoire personnelle d'anxiété, dépression, tout ce qui est histoire familiale, puis, quand il y a une histoire de troubles dysphoriques prémenstruels, donc des changements d'humeur majeurs en lien avec les menstruations, puis quand il y a de la dépression périnatale dans la famille, bien, il va y avoir plus de risques de le faire. Donc ça, c'est certains facteurs biologiques. Oui? Et beh, juste peut-être élaborer sur qu'est-ce que c'est le syndrome dysphorique prémenstruel? C'est un beau terme là, mais tu sais, en quelques phrases, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi, concrètement? Oui, bien, le trouble dysphorique prémenstruel, c'est une condition clinique qui est décrite chez des femmes qui ont des perturbations majeures de leur fonctionnement dans les jours qui précèdent les menstruations. Donc, on ne parle pas ici là, d'inconfort somatique ou d'une sensibilité qui est plus grande, mais on parle par exemple, de quelqu'un qui a de la difficulté à aller travailler ou qui a des écarts d'humeur qui sont tellement souffrants pour elle que ça a un impact sur les relations interpersonnelles. Donc, c'est quelque chose qui est pas rare, mais qui est pas si fréquent que ça non plus. Puis, tantôt, vous avez parlé là, de l'espèce de mécanisme hormonal là, de la dépression postnatale avec la progestérone. Est-ce que c'est les mêmes mécanismes qu'on voit dans une dépression en dehors de la période périnatale? Donc, quelqu'un qui fait une dépression majeure, parce que je pense qu'il y avait encore la théorie là, du débalancement chimique, si on veut, là, au niveau de la sérotonine, entre autres. Est-ce que cette théorie-là tient encore la route? Puis est-ce que les mécanismes qu'on voit dans les 2 types de dépression sont les mêmes? Ben, alors, il y a de plus en plus de recherches qui se fait là-dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? Si on parle dans un premier temps des progestogènes, donc des hormones qui augmentent durant la grossesse. Comme je disais, il y a une augmentation de la progestérone qui se fait, puis qui va influencer les récepteurs. Mais il n'y a pas eu de cas. Quand on regarde les bonnes études, c'est un thème qui est très compliqué puis qui reste assez nouveau, hein. C'est vraiment une frontière sur le plan de la recherche pour la dépression périnatale. Donc, il n'y a pas de corrélation claire entre les taux de, de certains dérivés hormonaux, par exemple l'allopregnanolone, qui sont liés à la dépression périnatale. Mais ce qu'on sait, c'est que quand il y a une baisse, quand il y a des récepteurs on les appelle les récepteurs GABA, qui sont des récepteurs dans le cerveau régulent, qui peuvent réguler l'humeur. Mais quand il y a une chute hormonale qu'on retrouve en postnatal, il peut y avoir des changements qui se font sur, si vous voulez, c'est comme si les récepteurs qui étaient stimulés par ces hormones-là se trouvent être tout à coup exposés, puis il pourrait y avoir plus de souffrance qui sera en lien avec ça. Donc ça fait partie d'un ensemble de recherches qui ont lieu actuellement sur différents dérivés hormonaux, l'ocytocine, la prolactine, etc. Mais ça reste quand même des éléments qui sont nouveaux, qui sont certainement importants parce que les patientes décrivent ces changements-là, mais où est-ce que il y a, il y a pas encore beaucoup comment dire, de profondeur à ces études-là, où est-ce qu'on va en savoir plus. Mais c'est pas juste ces éléments-là. Quand il y a, par exemple, il y a les taux de fer diminuent, quand les personnes sont anémiées, quand il y a des perturbations, il peut des fois y avoir médicalement des exacerbations de conditions médicales sous-jacentes. Ça peut être des éléments, par exemple, de la fatigue chronique ou des éléments, peu importe, un diabète qui est moins balancé ou des conditions, différentes conditions médicales, bref.
incluant de l'anémie, ben ça aussi, ça va influencer la santé. Donc, c'est d'avoir une vision balancée par rapport à ça, oui, il y a des facteurs biologiques qui sont en cause, des facteurs biologiques auxquels on pourrait ajouter le sommeil, par exemple, c'est quand il y a une perte de sommeil parce que la personne doit se lever la nuit pour aller à la toilette, ou évidemment quand le bébé arrive, si le bébé est plus difficile. Tout ça influence la physiologie, puis peut nuire à l'humeur, puis va jouer. Donc, pour répondre à votre question, il y a quand même un spécifique, non seulement sur le plan psychologique, mais probablement sur le plan hormonal aussi, qui fait que même s'il y a des mécanismes qui peuvent être communs avec la dépression à d'autres étapes de la vie, il y a possiblement des éléments qui sont spécifiques en lien avec les transformations hormonales. Donc ça touche tout le volet biologique. Maintenant, il y a le volet psychologique qui est comme je le faisais ressortir en premier parce que c'est vraiment l'élément clé, c'est les transformations sur le plan développemental, puis le rapport qu'on développe avec le conjoint, le partenaire, la partenaire, avec la famille d'origine. Puis ça exige de tolérer qu'on prenne soin de soi. On ne peut pas devenir parent tout seul, hein. Le cliché, c'est de dire ça prend un village pour élever un enfant où il n'y a pas rien comme Winnicott avait dit There is no such thing as a baby. Il n'y a rien comme un bébé tout seul, ça n'existe pas. Alors, le fait de prendre appui sur les autres, c'est quelque chose qui fondamentalement est agréable parce que, je veux dire, c'est sympa d'avoir des gens qui nous appuient puis qui vont nous acheter des cornichons à 11 heures le soir ou quelque chose comme ça, pour utiliser un peu un cliché, là. Finalement, qu'on voit peut-être pas si souvent. Mais pour dire que, règle générale, c'est quelque chose qui se déroule assez facilement. Où est-ce qu'il y a comme on prend appui, je demande de l'aide, puis j'ai des raisons de croire que je vais recevoir de l'aide, puis après ça, je remercierai, puis après ça, ben, ça sera mon tour, un jour, de rendre l'appareil dans d'autres circonstances, puis je vais rendre ça aussi à mon enfant, puis ça se passe naturellement ou ça se passe sans trop de heurts. Malheureusement, il y a un bon pourcentage de personnes pour qui ça se passe pas comme ça. Parce que l'héritage dont ces personnes-là, l'héritage que ces personnes-là ont reçu, ben, est compliqué. Où est-ce qu'on a pu apprendre que si je demande de l'aide à quelqu'un, ben, je vais me faire rejeter, ou je vais faire rire de moi, ou je vais me faire présenter entre guillemets, des frais cachés de ce problème-là. Je peux même me faire abuser. Je vais être obligé de prendre soin de l'autre éternellement. Je vais être à la merci de l'autre. Bref, il y a un paquet de scénarios qui émanent d'une histoire précoce difficile qui vont se réactiver à ce moment-là. Puis ça cause pas la maladie comme telle, mais ça devient comme une interférence. C'est un écueil qui est bien important quand on veut s'appuyer sur une, sur le partenaire, la partenaire, sur la famille d'origine, puis en plus, il y a les limites réelles de ces deux personnes-là, ça aussi, on pourra en parler. Et puis, sur les soignants, parce que pour s'appuyer sur des soignants, il faut avoir prêt à faire confiance. Si on a vécu des situations où on n'a pas pu faire confiance à des soignants, on a été, les choses ont été banalisées, mais ça va être difficile de faire cette demande-là. Donc, dans votre champ de pratique, en physio, par exemple, périnéale, j'ai vu depuis le début de ma pratique énormément de progrès de ce côté-là. C'est pour ça que j'étais très, très content. C'est pour ça que j'ai pas, comme vous avez constaté, j'ai pas attendu longtemps avant de vous dire, ça me faisait plaisir de participer à votre initiative. Parce qu'avant, alors, quand il n'y a pas de reconnaissance de certains éléments, les femmes arrivaient et elles étaient gênées de le demander ou elles vivaient les choses dans la honte. Alors, plus c'est validé par l'extérieur, plus c'est facile de le faire. Alors, il y a beaucoup d'éléments psychologiques qui sont là, qui vont contribuer à beaucoup compliquer la tâche. Puis, un des éléments qu'on retrouve qui est très courant, c'est celui du perfectionnisme aussi. C'est normal d'avoir un idéal de soi quand on commence quelque chose, quand on commence un nouveau rôle, quand on lance un nouveau projet, on veut que ça soit le plus beau possible. Puis c'est tout le temps dans ces situations-là qu'on réalise nos limites. Quand on commence
quand on commence un grand projet, on se sent toujours excité, puis on se sent toujours un petit peu, des fois, en dessous de ce que ça devrait être. Alors, il y a des personnes, en raison de leur histoire de vie, qui ont appris à se mettre énormément de pression ou qui ont un sentiment d'inadéquation, de ne pas être à la hauteur des choses. Puis des fois, malheureusement, l'expérience de grossesse peut exacerber ça, puis peut augmenter beaucoup l'idéal avec un sentiment d'écart qui est là, puis où est-ce que ça devient très, très difficile moralement. Puis des fois, quand j'entends encore, je pense qu'on dit beaucoup moins ça, mais tu sais, avant, quand on disait aux femmes puis aux pères: «Vous avez bien fait ça, vous avez bien accouché». Écoutez, là, accoucher, on fait ça. Moi, je suis un homme, je connaîtrai jamais ça, mais on fait son possible, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas l'idée de bien faire ça ou de pas bien faire ça. On essaie de se rendre de l'autre bord, puis on fait notre gros possible. Donc Ben, il y a entre autres, l'exemple que moi je donne souvent, c'est l'accouchement par césarienne. Tu sais, moi, personnellement, j'ai une césarienne d'urgence. Puis il y a ouais, plein de femmes qui ont accouché par césarienne qui voient ça comme un sentiment d'échec. exactement, Mais c'est c'est une ça. naissance quand même, tu sais, le but, c'est que la maman, le bébé soit en santé, puis que tout le monde se porte Exactement, bien après, puis qu'on forme une exactement. famille. Mais c'est ça, il y a encore des espèces de clichés dans la société qui font en sorte Ouais, que ces messages-là, on les intériorise, puis après ça, on se sent coupable, on se rajoute une pression, puis là, on a des standards qui sont inatteignables au final. exactement. Puis on est dans une société, je veux dire, assez narcissique, où est-ce qu'on valorise beaucoup l'autonomie, où est-ce qu'on valorise beaucoup la, la performance, où est-ce qu'il faut pas être trop quémandeux pour les autres. Les familles sont plus morcelées qu'elles ne l'étaient, les gens sont plus seuls. Et puis, des fois, il y a cette nécessité-là de se mettre en représentation constamment dans les réseaux sociaux, de perdre son ventre au bout de peu de temps, de reprendre une activité sociale riche, reprendre la sexualité, être gratifié, les photos dans le sud avec le bébé. Ça devient une vraie arnaque psychologique, cette affaire-là. Puis on ne peut pas faire autrement que de se sentir tout le temps un peu en bas de ça lorsque je vois des gars de mon âge rayonnants, puis je me regarde le matin dans le miroir, je note l'écart, puis c'est pas, c'est pas mon avantage. Fait Très que drôle. c'est un peu la même, je pense que c'est un peu la même chose. C'est un bel Je pense, exemple, effectivement. je pense que pour les jeunes, c'est encore plus difficile. Donc, tous ces éléments-là, se vivent sur le plan psychologique, puis il y a les aspects aussi de couple, où est-ce qu'il y a beaucoup de transformations aussi dans les rôles. Il y a encore là les aspects d'interdépendance qui sont là, où est-ce que chacun est dans une transition de rôle. Pas évident pour les femmes, pas évident pour les hommes. Les hommes à qui on demande d'être tout à coup très ouverts sur le plan de leurs émotions, puis en même temps, ben, qui doivent aussi, qui veulent être un point d'appui, un point de soutien. Alors, à travers l'évolution des rôles, c'est pas facile. Puis ça peut créer des tensions qui sont la norme, un peu des tensions conjugales transitoires. Puis finalement, ben, il y a les aspects sociaux qui sont là, qui sont souvent liés avec tous les changements de rôle social, les choix au travail, les objectifs au travail à réaménager, les attentes, puis dépendant aussi des milieux, comment ils sont facilitants pour le bien-être des femmes aussi, pour la reconnaissance des différents rôles que les gens ont, que ce soit les mères ou les pères. Ben, il y a vraiment des éléments sociaux qui jouent. L'aspect socio-économique, où est-ce que les inéquités sociales, la pauvreté, puis tout le contexte migratoire qu'on retrouve de plus en plus. Puis quand on parle de migration, on parle pas nécessairement de la migration d'un pays européen vers ici, mais des fois, ça peut être une migration territoriale ou même une migration de quartier ou une migration d'être obligé de rester à l'hôpital parce que notre enfant est malade. C'est des changements qui sont très déracinants qui peuvent jouer. Donc, l'aspect migratoire, l'aspect de transition peut jouer. Puis, un élément qu'on oublie souvent, qui est très important, c'est les aspects religieux spirituels
qui sont très importants aussi durant la période périnatale parce que on se retrouve dans une situation de la vie où on est très euh, euh, orienté vers son héritage précoce. Puis, souvent, en contexte périnatal, il y a des pertes, il y a de l'adversité. Pas tout le temps, mais ça arrive quand même assez souvent. Puis, il peut y avoir un besoin de prendre appui sur des mécanismes anciens ou des mécanismes qui sont propres à l'héritage de la personne. Puis, l'aspect des croyances religieuses, du recours à des pratiques religieuses spirituelles, la capacité de se mettre au diapason de ce que la vie attend de soi, la capacité d'aller à la rencontre du sacré, de ce qui nous dépasse. Mais souvent, c'est des choses au sujet desquelles on discute pas, dont on ne discute pas, puis qui sont quand même très saillantes chez les femmes, chez les pères, qui ont besoin d'en parler parce que certains se sentent punis de certains agissements qu'ils ont eus, peuvent se sentir en colère par rapport à des repères religieux spirituels qu'ils ont, peuvent se sentir en quête de repères pour essayer de s'harmoniser avec ce que la vie exige d'eux. Et on a des leviers qui sont très utiles pour essayer de comprendre des fois qu'est-ce qui se passe pas, qu'est-ce qui se passe pas bien. Puis si on parle un peu des signes et symptômes, là, donc, tu sais, ce que j'entends là, de ce que vous dites, c'est que c'est normal d'avoir des tensions intérieures, c'est normal qu'il y ait une période de transition, c'est normal qu'il y ait certains déséquilibres. À quel moment on se dit que là, ça vaut la peine de consulter ou aller chercher de l'aide? C'est quoi les signes ou les symptômes qu'il faut surveiller? Dans le programme 3 mois bébé, qui est un programme qui est disponible en ligne, qui est gratuit, qui est confidentiel, on a des modules de formation sur la dépression périnatale. Puis j'invite vos auditrices, vos auditeurs l'investiguer. Parmi les signes et symptômes, ben, un des éléments qui est facile, dans le fond, à distinguer, c'est si on a une persistance puis une sévérité des symptômes qui interfèrent avec le fonctionnement général, mais tout particulièrement avec les soins à donner à l'enfant. Si ce sont des symptômes en lien avec des pensées, des émotions, des sensations, des croyances, ben là, déjà, on a des lumières jaunes qui s'allument. Puis ensuite, ben, il y a des symptômes plus spécifiques à la dépression périnatale. Tu sais, les tableaux dépressifs sont souvent diagnostiqués à partir des problèmes d'énergie, de sommeil puis d'alimentation. Donc, évidemment, ça s'appelle la norme quand on est parent. On dort mal, on perd du poids ou on a des changements pondéraux, puis on se sent fatigué. Puis on se sent coupable. Mais ça fait partie. Ça vient presque avec le territoire. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas de solution pour ça, mais ça fait partie un peu de la norme. Mais lorsqu'il y a il y a une tristesse qui est prolongée, il y a une culpabilité qui est envahissante, ou est-ce qu'il y a de l'irritabilité, le sentiment d'être dépassé, ou est-ce qu'il y a énormément de symptômes anxieux, des pleurs persistants et tout ça, là, on commence à se poser beaucoup plus de questions. Puis il faut quand même toujours distinguer la dépression avec le cafard du postpartum, qui est plus une période transitoire de quelques jours, où il peut y avoir une certaine labilité émotionnelle, ou est-ce que ça veut dire que les émotions peuvent passer? On peut passer plus facilement du rire aux larmes, plus sensible à la critique, plus sensible aux messages mixtes qui peuvent être donnés à l'hôpital, tout ça. Donc ça, c'est pas nécessairement précurseur de dépression, mais il faut quand même avoir un œil là-dessus. Mais si on a cet ensemble de symptômes-là, anxio-dépressifs, puis qui persistent, puis qui nuisent, à ce moment-là, la première chose à faire, oui, c'est de chercher de l'aide, absolument. Puis c'est d'en parler dans son entourage pour essayer de trouver écho, puis de se sentir accompagné, puis pour voir qu'il y a certains tu sais, il y a certains stress qui sont à normaliser. Puis quand on n'arrive pas à accueillir quelque chose qu'on juge qui est complètement inacceptable, mettons avoir un mouvement d'aversion par rapport au rôle de parent, ce qui est tout à fait normal, là. C'est pas ou peut-être même un sentiment d'ambivalence transitoire, ou un sentiment envers l'enfant ou un sentiment de regret d'être devenu parent. Pour quelqu'un qui est pas capable de se permettre, pour qui c'est très difficile de se permettre de ressentir ça,
ça va créer comme une espèce de cercle vicieux, puis ça peut prendre beaucoup, beaucoup de place. Donc, quand il y a une normalisation de ces changements-là, ça peut déjà diminuer. Mais malheureusement, il y a un certain pourcentage où est-ce qu'il y a une intensité grandissante de ces phénomènes-là qui se passent, puis il faut en parler avec des professionnels, pas nécessaire d'aller voir des psys, tout de suite. Il y a des gens qui sont très bien outillés des différentes professions. Puis je vous dirais même que nos collègues diététistes, physio, du côté nursing, sont souvent dans une position qui est très privilégiée pour entendre ces aspects-là, parce que c'est précisément parce que vous êtes pas psy que les gens vont vous en parler. Alors que si vous êtes psy, des fois, les gens vont être plus gênés d'en parler parce qu'ils vont se demander comment est-ce qu'on va concevoir ça. Alors, quand C'est il y a des vrai, nous, critères. souvent, on discute avec, pendant qu'on fait le traitement ou, tu sais, la Ben rencontre oui, en physiothérapie, on parle un peu de tout, de rien, puis on parle de la transition à la parentalité, puis effectivement, il y a souvent exactement. des confidences qui sortent à ce moment-là, là, vous avez raison. Ben oui, tout à fait. Ouais. Puis en termes là, tu sais, moi je me souviens là, quand que j'étais plus jeune, je travaillais comme étudiante là, dans un organisme, puis il y avait une de mes collègues qui revenait de son congé de maternité, puis elle Ouais. avait raconté que elle avait des pensées un peu intrusives là, tu sais, comme elle rêvait ou elle s'imaginait qu'elle faisait un geste, envers son bébé, des choses comme ça. Ça, est-ce que c'est des signaux d'alarme ou est-ce que c'est quelque chose d'assez commun? Comment qu'on interprète ça? Ouais, je vous remercie beaucoup de l'amener. Je vois bien votre expertise, puis d'ailleurs, je l'avais oublié. Ça s'appelle des phobies d'impulsion. C'est des pensées intrusives qu'on fait quelque chose qui est pas correct, quelque chose qui est irréparable. Comment est-ce qu'on peut et c'est pas associé à un danger. Ça crée beaucoup de honte parce que c'est complètement à l'encontre de l'idéal, d'être un bon parent. Un parent qui pense, à un moment donné, qu'il y a une image intrusive qui, je sais pas moi, qui échappe son bébé au sol ou même qui lance son bébé ou qui fait quelque chose qui serait inacceptable. Alors ça arrive souvent, puis ça crée de la honte. Ça arrive jusqu'à 20-30% des dépressions. Donc, les taux de dépression, dépendant des seuils cliniques qu'on utilise, autour de la dépression périnatale, tu sais, dépendant de la sévérité, on arrive des fois à des taux de 15-18, il y en a qui vont jusqu'à 20%, ça dépend, tu sais, ça dépend toujours. Ça, c'est les taux cliniques. Puis il y a des taux subcliniques qui sont jusqu'au quart à peu près. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez courant, hein. Euh, mais pour les personnes qui ont des dépressions avérées, jusqu'au tiers vont avoir des pensées intrusives. Puis, c'est des personnes qui n'ont pas vécu nécessairement des situations traumatiques dans le passé. Quelqu'un qui a vécu des traumas, j'aurais pu en parler là un peu plus tôt aussi. C'est sûr que ça, c'est toujours des facteurs de risque. Quelqu'un qui a vécu de l'abus ou de la négligence, etc. Mais même chez des personnes, des fois, qui n'ont pas vécu de traumatisme, il peut y avoir ces pensées intrusives-là. Comment on peut les expliquer? La vraie réponse, c'est je ne sais pas. Je ne suis pas certain à 100%. Je me suis bien posé la question au fil du temps. Mais une chose est sûre, c'est quand on refait la terrasse chez soi, ou quand on installe une rampe d'escalier, ben, pour penser à installer une rampe d'escalier, il faut penser qu'il y a quelqu'un qui peut tomber en bas de l'escalier. Donc, on pourrait dire que d'imaginer quelqu'un qui tombe en bas de l'escalier, c'est la même chose, c'est juste l'envers de penser d'installer une rampe d'escalier. Donc, pour un parent qui veut beaucoup, beaucoup protéger son enfant, il y a probablement une sensibilité particulière qui est héritée, je ne sais pas, de l'espèce humaine ou même peut-être même du monde animal, où est-ce qu'il va y avoir c'est normal qu'il y ait une hypervigilance, puis qu'il y ait une anticipation pour des dangers. Mais au lieu de penser à la protection, souvent, la première chose qui vient quand on est dans une position anxieuse, c'est de penser au danger. Puis là, ça vient avec beaucoup de honte, à un point tel où il y a un certain nombre de personnes qui peuvent, par exemple, développer des idées suicidaires secondairement à ça, parce qu'elles se trouvent absolument horribles d'avoir des pensées comme celle-là. Donc, ces situations-là, lorsqu'il n'y a pas une histoire, tu sais, de comportements antisociaux dans le passé, de psychose, de drogue et d'alcool, de gros troubles de personnalité, de grosses violences intrafamiliales, en l'absence de tous ces facteurs-là, ce sont des manifestations qu'on appelle égo-dystones. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on se dit, My God, je peux pas croire que je suis traversé par ça. Et dans ce sens-là,
la chose à faire, c'est de remercier la personne d'avoir eu le courage de nous parler de ça parce que on sait que la personne veut tellement être un bon parent. Puis par la suite, ben, de dire que c'est courant dans ces états plus dépressifs, puis de rassurer aussi pour le faire. Puis comment on fait la distinction entre un état psychotique qui pourrait amener peut-être ce genre de pensée-là, puis ce que vous venez de décrire? Puis une dépression, ben, un état psychotique, malheureusement, c'est pas difficile à diagnostiquer parce que c'est très, première des choses, c'est très rare. Il faut dire pour les gens que c'est très, très rare. Hein, ici à Sainte-Justine, là, mettons, sur plus que 3500 accouchements par année, on en a peut-être 2 là, dans l'année. Là. Donc, c'est quelque chose qui est très rare. C'est quelque chose qui arrive souvent aussi, ça arrive pas dans un ciel bleu. Puis, c'est des personnes qui présentent des facteurs de risque sous-jacents. Quand on a un état, la peur de faire un état psychotique, malheureusement, c'est courant, ça. C'est pas rare qu'on a cette peur-là parce que ça s'inscrit dans cette expérience-là, comme parent, d'être dépassé par de se sentir, je veux dire, peut-être pas dépassé, mais d'être témoin intérieurement de toutes ces manifestations-là qu'on a à l'intérieur de soi, puis on sent qu'on n'est pas en contrôle de sa pensée. C'est vrai en tout temps, remarquez, hein, on n'est jamais en contrôle de qu'est-ce qu'on pense, là. Les émotions puis les pensées, on contrôle pas ça. Je veux dire, c'est comme la salive dans notre bouche, nos larmes ou notre digestion. C'est quelque chose qui est impersonnel. Donc, il y a cette peur-là de perdre le contrôle, des fois, ou le malaise de dire waouh, il se passe tellement de choses à l'intérieur de moi. Mais là, quand on est dans donc, on a souvent ces peurs-là de faire une psychose. C'est pas dangereux. Mais quelquefois, rarement, il peut y avoir des psychoses du postpartum. Puis la psychose du postpartum, c'est une situation qui est grave, qui est d'apparition rapide. Donc, ça, heureusement, on peut, la grande majorité du temps, le dépister à l'intérieur même de l'hôpital ou à l'intérieur même du lieu de naissance, si c'est dans une maison de naissance, parce que le pic d'apparition est au cours des premiers jours. Puis, c'est un état qui se caractérise par de la confusion, de l'agitation, de la désinhibition, puis des propos au sujet des propos qui sont à l'extérieur de la réalité au sujet de l'enfant. Donc, je veux vraiment, vraiment insister dans votre podcast pour pas inquiéter les gens autour de cette situation-là, qui est une situation qui est rare, puis qui est une situation qui apparaît rapidement, puis qui est facile à diagnostiquer. Donc, je dirais à vos auditrices, vos auditeurs, si à un moment donné, il y a des pensées qui sont vécues comme étant inacceptables, c'est pas un précurseur de psychose du tout. C'est juste c'est juste la parade des émotions puis des pensées qui s'entrechoquent à l'intérieur de nous quand on vit quelque chose là, qui est très nouveau, puis dans lequel on est un petit peu en train d'essayer de trouver son orientation. C'est tellement important ce que vous dites parce que justement, je pense que la crainte que ça évolue vers quelque chose de plus, ben, grave ou plus, pathologique est omniprésente chez les nouveaux parents. Fait que faire la distinction, c'est vraiment, vraiment intéressant. Tantôt, vous avez donné une statistique par rapport au taux de dépression, là, chez les nouvelles mamans. Est-ce que vous avez des statistiques comparables pour les papas ou les partenaires? Est-ce que c'est très fréquent qu'un papa ou un partenaire va développer un trouble de santé mentale périnatale? Alors, on a des bonnes études qui remontent déjà à plus que maintenant proche 20 ans, où est-ce que ça a été étudié chez les pères. Puis moi, quand j'ai commencé à faire la psychiatrie périnatale en 89, on disait les pères comment tu veux que les pères fassent une dépression périnatale? Ils ont pas de changements hormonaux, il y a pas ça a aucun sens cette affaire-là. Puis là, on s'est aperçu en regardant que les pères ont beaucoup de transformations intérieures qui se passent autour de cette période-là. Tu sais, il y a toutes sortes d'éléments psychologiques et sociaux. Puis en plus, ben, il peut y avoir un retentissement aussi sur le plan de leur propre physiologie, parce que les bébés, quand ça dort pas, ben, c'est pas juste la mère des fois qui dort pas. Alors, il y a des transformations qui peuvent se passer chez les pères. Puis les taux qu'on retrouve
à partir de questionnaires qu'on utilise, là, on a des taux qui peuvent aller jusqu'à 10 à 15 mais les manifestations en anténatal et en postnatal, les manifestations sont pas les mêmes, hein, chez les hommes parce que les hommes vont avoir plus de honte d'aller chercher de l'aide. Ils vont des fois plus utiliser des mécanismes de fuite des soins. Ça va s'exprimer plus sur le mode de l'irritabilité ou des fois de conduite comme des conduites plus compulsives ou des conduites de retrait, des situations comme celle-là. Mais lorsqu'on commence à dépister, on s'aperçoit il y en a plusieurs, puis souvent, il y a une corrélation lorsque c'est difficile de part et d'autre pour une femme d'avoir un gars qui a une période dépressive difficile. Donc, ça va influencer son humeur de son côté et l'inverse est vrai aussi. Quand on a des fois des situations de couple où est-ce qu'il y a des changements d'humeur, des fois, le réflexe, ça va être de dire que la dépression est causée par le couple. Mais des fois, les problèmes de couple peuvent être secondaires à la dépression. Il faut faire attention dans la manière dont on le dit. Si on se sent très inconfortable d'une situation de couple, il y a certainement quelque chose de légitime là-dedans puis de compréhensible. Ça, je veux beaucoup insister là-dessus. Puis il peut y avoir de la violence conjugale, puis il peut y avoir toutes sortes de problèmes. Donc ça, c'est un fait. Et simultanément, ben, c'est vrai aussi quand on est déprimé, on est plus irritable, on a des lunettes plus noires, donc on peut avoir tendance à voir des situations de couple comme étant plus grosses qu'elles ne le sont. Mais encore là, je veux beaucoup insister sur une affaire, c'est pas pour minimiser aucunement la détresse morale qui peut être vécue par les femmes dans des situations périnatales, parce qu'il y en a encore beaucoup trop de violence conjugale. Alors ça, il faut le repérer. Mais des fois, donc pour réitérer, il peut y avoir ce sentiment-là que le couple est destiné à avoir un paquet de problèmes, puis que alors que ça peut être une pensée qu'on appelle une pensée catastrophique qui est sous le coup de la dépression, comme quand on est découragé à un moment donné, puis c'est le mois de février, puis on se dit l'hiver finira jamais, puis on énonce ça comme ça, c'est une pensée catastrophique. On en a tous de ça. Puis là, vous avez parlé de la violence conjugale. Est-ce que la période périnatale, c'est une période où qu'on voit que c'est un peu plus sensible par rapport à la violence conjugale? Est-ce qu'il y a une hausse de comportements violents dans la période périnatale? Il y a plus de violence périnatale durant cette situation-là parce que des fois, il y a des discordes au sujet du projet d'enfant lui-même. Il peut y avoir des insécurités qui sont ravivées chez l'un et chez l'autre, puis il peut y avoir un surcroît d'irritabilité chez l'un et chez l'autre. Donc, hélas, c'est un élément qui fait partie de la réalité puis qu'il faut absolument dépister. C'est intéressant quand même de l'aborder parce que c'est ça, des fois, on voudrait avoir des lunettes roses puis se dire que la Oui, périnatalité, c'est tout le temps dans le bonheur et dans le l'allégresse, oui, l'allégresse, l'harmonie, mais tu sais, au final, c'est ça, il y a bien des gens qui vivent pas ça de cette façon-là, fait que je pense que c'est bien exactement, de l'aborder. exactement. En termes de traitement, là, fait que, tu sais, pour les différentes conditions que vous avez, discutées, là, est-ce qu'on y va toujours avec un traitement pharmacologique? Est-ce qu'on fait, du non pharmacologique en premier? C'est quoi les différentes avenues que vous avez à offrir, là, aux patients et aux patientes? Les traitements pour ben, tu sais, on va en parler d'une manière générale parce que c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose, les traitements pour les tu sais, il y a beaucoup de conditions, hein. On a parlé de l'anxiété, de la dépression. Bon, la très, très rare psychose qui arrive. On a parlé on a puis il y a d'autres conditions aussi dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui. Tu sais, mais pour les traitements, le modèle actuellement qui est privilégié, c'est un modèle qu'on appelle step care, c'est-à-dire un modèle de soins qui va par palier. Parce que à la base, c'est la promotion de la santé. Donc ça c'est le premier bloc d'intervention qu'on a, ou le premier bloc pour prendre, comment dire, pour aborder le phénomène, c'est informer, comme vous le faites très bien dans votre podcast, puis
aussi d'offrir des moyens de promotion de la santé et de promotion du bien-être. Donc ça à la base, c'est le programme 3 mois bébé où est-ce que quand il y a des choses qui se vont moins bien, on peut essayer de promouvoir puis de sensibiliser tout ça. Puis c'est pour ça qu'on a fait du lobbying aussi pour que dans le guide Mieux vivre, qu'il y a des éléments qui parlent aussi de la dépression pour mieux informer. Donc une fois que ça c'est fait, mais là, il y a comme un travail de dépistage, un travail de repérage qui est l'objet qui doit être fait par l'entourage puis par les soignants. Puis, il y a quand même beaucoup d'éléments communautaires qui sont importants parce que souvent, les questions d'isolement social, les questions de, de se sentir étrange puis mal à l'aise, puis c'est ça, mal à l'aise avec l'expérience de la parentalité, ça amène beaucoup, beaucoup de souffrance mentale, morale. Pas mentale, c'est morale. Et là, donc, de favoriser un contexte où il y a un portage commun sur le plan social qui peut se faire, déjà aussi, on a déjà des éléments d'intervention qui peuvent être très intéressants. Puis ensuite, quand on arrive avec un niveau symptomatique qui est un petit peu plus élevé, mais là, ça vaut la peine aussi d'en parler ça vaut la peine d'en parler avec l'équipe traitante pour voir si il y a il y a certaines composantes, par exemple, en lien avec le bien-être, qui peuvent être plus recommandées plus spécifiquement. Encore là, de promotion de la santé, mais d'une manière un petit peu plus personnelle, en voyant un peu s'il y a des choses au plan de l'exercice, au plan somatique, au plan des pensées, tout ça. Ça fonctionne pas, mais là, il faut aller plus vers des ressources plus spécialisées. Puis quand on est dans des ressources spécialisées, ça prend un bon diagnostic, une bonne formulation multifactorielle, puis d'essayer d'optimiser dans un premier temps les traitements non pharmacologiques. Ça veut dire le travail, le travail psychologique, le travail relationnel, le travail culturel, d'aller puiser dans les sources les sources de résilience qui font partie de l'héritage de la personne. Ça peut être son héritage familial, son héritage religieux, spirituel, etc. Puis on va essayer d'optimiser ces éléments-là. Puis dans un certain nombre de cas, ben là, on arrive au bout de la pyramide. Là, on va être obligé de considérer, en regardant les pour et les contre, les approches psychopharmacologiques. Ce que je peux en dire, c'est que, heureusement, au fil des années, on a beaucoup de recul pour certaines approches psychopharmacologiques. Puis, en général, par exemple, pour la dépression puis l'anxiété, qui sont les traitements les plus communs, qu'on prenne ou qu'on prenne pas des antidépresseurs, on a 97 des chances que la grossesse aille bien. Donc, c'est toujours une décision qui est importante à considérer, dépendant du trimestre de grossesse, dépendant de l'ensemble du tableau clinique, de la condition du bébé, etc. Mais on a quand même des avenues pharmacologiques qui peuvent être utilisées. On les utilise en dernier recours dans le sens où on essaie vraiment d'optimiser tout ce qui est non médical pour pas inutilement médicaliser cette souffrance-là. Par exemple, c'est quelqu'un qui a des douleurs périnéales, puis qui a des problèmes à bouger, puis qui a mal au dos, c'est pas des antidépresseurs, la personne va être démoralisée, mais ça prend ça prend une bonne physio comme vous, là, qui va faire ça. Donc, mais on peut quand même donner ces traitements-là, puis ce que je veux communiquer, c'est que c'est pas une décision qui est banale pour les femmes, pour les familles, puis pour les enfants. Mais en même temps, c'est une approche qui est quand même bien balisée. Juste pour vous donner un exemple, il y a un antidépresseur qu'on utilise régulièrement, il y a plus que 20 000 expositions, là. Donc, on a quand même beaucoup de recul sur le plan des effets immédiats, court et moyen terme. Donc, Puis une femme qui prendrait des antidépresseurs puis qui tombe enceinte, est-ce qu'il y a certaines molécules qu'il faut changer, arrêter ou est-ce que l'entièreté des antidépresseurs ou de la médication qu'on a pour l'anxiété, ces choses-là, est-ce que c'est tout sécuritaire durant la grossesse ou faut adresser ça avec notre professionnel? ben, il y a beaucoup de détails à donner par rapport à ça. Je dirais qu'une des lignes directrices à donner, ça serait que si jamais quelqu'un devient enceinte sous antidépresseur, c'est pas une bonne idée d'arrêter brusquement le traitement. C'est mieux d'avoir un avis, par exemple, du pharmacien ou, par exemple, du médecin ou de l'IPS ou de la personne qui est impliquée dans la clinique obstétricale pour évaluer comme il faut les pour et les contre.
Mais en général, même les expositions au premier trimestre pour les antidépresseurs qui sont bien étudiés, on a on a des données qui sont quand même rassurantes dans l'ensemble. Et ce qui veut dire que même pour les personnes qui prennent des antidépresseurs qui sont un peu moins étudiés, si les personnes ont eu une très bonne réponse à ces traitements-là, il peut arriver qu'on décide conjointement avec la famille, avec la patiente, de les continuer. Mais ça reste des décisions qui sont individuelles, puis qui sont pas, qu'on fait pas nécessairement dans l'urgence. Puis pour l'allaitement, est-ce que c'est la même chose? Pour l'allaitement, on a encore des bonnes données sur l'utilisation sur l'utilisation des antidépresseurs en grossesse et allaitement, puis on a des molécules qui sont pratiquement pas détectées dans le lait maternel. Donc, on dit toujours aux familles, si on le donne pendant la grossesse, on peut le donner pendant l'allaitement. Au début, là, d'entrée de jeu, vous avez parlé du projet ECHO aussi. Est-ce que vous pouvez, glisser quelques mots sur ce projet-là? Je pense que c'est entre autres pour les professionnels, là, qui voudraient avoir, accès à votre expertise à Sainte-Justine. Oui, le programme ECHO, c'est un programme qui est utilisé dans différents champs de la médecine pour permettre à des gens d'aller chercher des connaissances de base sur des éléments particuliers. Donc ça, c'est les capsules d'écho. Et pour échanger avec, non seulement avec des experts, mais entre elles. Donc, la structure du programme ECHO, c'est un programme où il y a comme un noyau de professionnels qui est chapeauté, disons, par le coordonnateur. Les gens s'inscrivent, soumettent des cas et il y a une discussion de ces cas-là qui est le cœur de la séance écho qui dure 90 minutes, où il y a comme un échange où les gens peuvent poser des questions de compréhension puis ensuite d'intervention. Mais ce qui est très intéressant dans le programme écho, c'est que les gens qui, par exemple, travaillent dans des lieux de pratique apparentés, ça peut être, par exemple, une diététiste qui travaille en Abitibi avec une diététiste qui travaille en Gaspésie, peuvent utiliser le programme ECHO comme un lieu de rencontre où ces personnes-là peuvent échanger au sujet des réalités de leur pratique. Donc, l'expertise est catalysée par le noyau d'experts, mais en fait, des fois émane directement des participants qui peuvent enseigner même aux experts à le faire. Donc, puis par Très la intéressant comme approche, j'aime ça. Ça fait une belle communauté, là, si on Oui, veut, c'est de ça. professionnels qui échangent ensemme. Oui, puis il y a une capsule thématique, puis à la fin du programme écho, il y a eu un résumé de la discussion qui s'appuie sur des données probantes. Donc, on travaille avec notre bibliothécaire pour mettre ça en ligne pour les participants. Puis C'est un c'est un très beau programme qui coûte projet. rien non plus. Donc, Non, c'est ça. c'est financé par la direction d'enseignement. Ouais. C'est très intéressant. Donc, les ressources qu'on a mentionnées aujourd'hui, entre autres le Toi, moi, bébé, puis le programme ECHO, là, je vais mettre dans la description de l'épisode les liens. Donc, pour conclure, là, c'est quoi votre grand message ou qu'est-ce que vous aimeriez là, que les gens retiennent en termes de santé mentale périnatale? Ben, la santé périnatale, c'est un moment, la période périnatale, c'est un moment de grande transformation. Puis, c'est un moment qui a un retentissement non seulement sur la santé des futures mères puis des pères, mais aussi qui établit le lien dans la relation avec le bébé. Donc, c'est une période très, très sensible du développement, une période de grande transformation où il peut se passer des changements qui peuvent générer une souffrance. Puis cette souffrance-là, elle n'est pas nécessairement l'équivalent de la dépression. Ça peut être un précurseur à l'atteinte d'un nouvel équilibre. Alors, quand on ressent cette souffrance-là, ça ne veut pas dire qu'on est en train de tomber malade. Ça veut dire qu'on est en train d'être en quête là,
d'une renaissance, on peut dire, ou de s'inventer dans son rôle parental. C'est pour ça que c'est un champ de pratique qui est intéressant. C'est une période qui est excitante de la vie parce que c'est une période de transformation. Mais malheureusement, ça arrive quand même trop souvent qu'il y a des ratages, il y a des écueils qui sont importants. Puis, lorsque la souffrance persiste, puis qu'elle atteint un niveau de sévérité qui est trop grand, puis que ça interfère avec les soins avec l'enfant, mais là, il faut demander de l'aide pour être accueilli. Puis heureusement, il y a moins de stigmatisation qu'il y en avait de ces conditions-là. Il y a plus de sensibilisation. Tout le monde n'a pas besoin d'un psychiatre ou d'un psychologue, heureusement. Il y a d'excellentes physios, il y a d'excellentes infirmières et diététistes qui peuvent vraiment offrir un accompagnement de qualité à ces familles-là qui va suffire pour se sentir mieux. Puis parfois, mais quand ça va moins bien, mais là, il faut consulter des ressources spécialisées. C'est ça, puis je pense qu'il y a de plus en plus de professionnels comme les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes. Tu sais, je pense qu'il y a différentes professions qui peuvent aider. Puis, si on n'a pas de médecin de famille ou d'IPS, je pense qu'on peut appeler au 811 aussi, là, fait que la ligne info sociale, qui peuvent nous mettre aussi en lien avec Exactement. des ressources là, dans notre secteur, dans notre région. Donc, merci vraiment beaucoup, docteur Saint-André, pour la belle discussion. C'était fort intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. Fait que je suis certain que les auditeurs et les auditrices aussi. Merci. Ben, félicitations, puis bonne poursuite dans votre beau projet, puis bonne poursuite dans les projets parentaux de vos auditrices et auditeurs.